Donc Olivier Papin, bureau d'études et SIC, je suis accompagné d'Alexandre Collin et puis de Patrick Fauché qui est de l'autre côté. Et donc on va vous parler de l'adaptation au changement climatique des territoires. Donc c'est une thématique peut-être que vous avez déjà évoquée. Il y a eu une webconférence il y a une dizaine de jours sur l'adaptation au changement climatique des entreprises. Donc là l'objectif c'est de compléter cette intervention par les enjeux territoriaux. Donc en termes de... Donc là, on va continuer la présentation de Mathilde. Donc simplement, une démarche d'adaptation, elle est en général et dans la plupart des cas intégrée à un plan climat. Plan climat air énergie, qui est une démarche qui est obligatoire pour les collectivités locales, tous les EPCI de plus de 20 000 habitants. Et ce PCAET, comme vous le savez, il a deux objectifs, c'est l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et en même temps un volet adaptation. Alors un volet adaptation qui n'est pas forcément souvent aussi connu et développé que le volet atténuation, puisque le volet atténuation, de par les bilans carbone et les bilans de gaz à effet de serre, c'est traité depuis assez longtemps. Par contre, l'adaptation a démarré un petit peu après, et c'est un sujet qui, qui va être traité différemment, puisque dans l'atténuation, on est dans la réduction de la vulnérabilité carbone, la réduction des consommations d'énergie fossile. L'adaptation est plutôt dans comment le territoire va se retrouver impacté par la partie du changement climatique qui va arriver, puisque là, à la conférence de Paris, on vise un objectif de limiter le réchauffement à 1,5 degré. Donc que ce soit 1,5 degré ou plus, il faut déjà anticiper et s'adapter. Et donc il faut travailler à l'échelle des territoires sur ces démarches d'adaptation pour anticiper les changements qui vont arriver. Je ne reviendrai pas sur le volet réduction des émissions, puisque celui-là, il a fait l'objet de multiples conférences de la PCC, mais uniquement sur le volet adaptation. Donc en général, sur l'adaptation, il y a deux façons de travailler. Une façon très générale sur les impacts à l'échelle du territoire, pour laquelle on va étudier à la fois les vulnérabilités actuelles et les changements climatiques qui sont attendus. C'est-à-dire on va s'intéresser à ce qui s'est passé dans le passé et ce qui va arriver dans le futur grâce à différents scénarios d'évolution climatique. Du coup, d'étudier les conséquences que ce changement climatique va avoir sur le territoire et du coup définir des enjeux. Il y a certaines conséquences qui vont être négatives, certaines qui peuvent être positives. Par exemple, dans les territoires du nord de la France, une des conséquences positives du changement climatique, c'est qu'on va moins chauffer les bâtiments, par exemple. Par contre, une des conséquences négatives, c'est qu'on sera peut-être amené à les climatiser l'été, et puis qu'il peut y avoir des aléas de type tempête qui vont engendrer tout un tas d'autres problèmes. Donc il s'agit de définir des enjeux sur les territoires. Et c'est vrai que nous, ce qu'on essaie d'encourager le plus, c'est également de passer de l'échelle du territoire à l'échelle de site. Parce que quand on a en main un diagnostic adaptation et vulnérabilité au changement climatique d'un territoire, ensuite la question souvent c'est qu'est-ce qu'on en fait? Et donc du coup de travailler sur des sites représentatifs et d'aller vers l'opérationnel pour dire de ce diagnostic général, comment on va vers une démarche un peu plus appliquée et comment on met en œuvre cette vulnérabilité dans les territoires. Donc un peu de sémantique et de définition sur l'adaptation, parce que ça permet quand même de cadrer les choses. Donc ce qu'on appelle un aléa, c'est ce que le changement climatique est susceptible de provoquer. C'est-à-dire finalement qu'est-ce qui va se passer avec le changement climatique. L'enjeu ou l'exposition, ça va être finalement quelles sont les personnes, qu'elles soient physiques, morales, qui vont être affectées en fait par cet aléa. Parce qu'un aléa qui n'affecte personne, on peut considérer qu'il n'y a pas forcément un enjeu derrière. Et du coup, de cet aléa, de ces aléas et des enjeux et de l'exposition des personnes qu'il va y avoir en dessous, on va définir une vulnérabilité, c'est-à-dire quel est finalement le degré par lequel ce territoire peut être affecté par l'aléa. Et donc ces trois composantes-là nous donnent l'évaluation d'un risque qui va finalement définir qu'est-ce qui se passe et en quoi mon territoire est menacé par rapport à ce changement climatique. Donc ça, c'est la sémantique qu'on retrouve dans la plupart des volets d'adaptation des PCAET, et qu'on reprend puisqu'elle a le mérite de poser une base commune finalement de dialogue sur ces sujets-là. Alors, pour aller ensuite dans l'opérationnel, qu'est-ce qui se passe? Il faut définir une stratégie. Alors pour réduire l'aléa, il y a quasiment qu'une seule façon de le faire, c'est de réduire le changement climatique. Donc là, on revient sur le volet atténuation du changement climatique. Par contre, quand on est donc agir sur l'enjeu, à savoir les populations qui sont exposées, et sur la vulnérabilité, donc les conséquences qui en découlent, là, il faut travailler sur l'adaptation. Donc on voit bien que ça n'est pas que de l'atténuation, c'est pas que de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais il y a vraiment un volet spécifique sur les personnes vulnérables, les enjeux, les milieux et le besoin de réduire un risque.
Donc comment on analyse ça? Déjà pour imaginer le futur, on va regarder en arrière ce qui s'est passé dans le passé. Il y a une base de données qui s'appelle Gaspard qui permet de ventiler et de consulter en fait les arrêtés de catastrophes naturelles sur des territoires et de voir finalement par le passé en quoi les territoires étaient concernés. Quand vous utilisez l'outil de l'ADEME Impact Climat, vous allez avoir accès très facilement à cette base de données Gaspard et donc vous allez pouvoir voir, donc là sur les 5 communes qui sont présentées, on voit que finalement les catastrophes naturelles les plus fréquentes sont les inondations et les coulées de boue. Donc ça veut dire que forcément dans le volet adaptation, on va se poser la question, est-ce que le changement climatique renforce ou atténue ce type de catastrophe? Et puis on a également, vous voyez, les vents cycloniques, les mouvements de terrain, etc. Donc ça c'est une première base de travail parce que ça va nous permettre de savoir finalement par le passé quelles étaient déjà les vulnérabilités du territoire. Et du coup, en appliquant des scénarios d'évolution du changement climatique, on va se poser la question, est-ce que c'est renforcé? Est-ce qu'il y a de nouvelles catastrophes naturelles qui peuvent avoir lieu? Et du coup, étoffer le diagnostic de vulnérabilité. Donc un exemple sur un territoire, on analyse les scénarios de changement climatique, on ajoute à ça l'analyse des vulnérabilités, donc finalement quelles sont les couches de population du territoire qui vont être mise en risque par rapport à ces changements, et ça nous permet de définir un état des lieux. Donc là, par exemple, il y a 3 milieux particuliers qui ont été identifiés. Il y a un cours d'eau qui va à la fois affecter la ressource en eau disponible en période estivale sur les débits d'étiage qui vont parfois être trop faibles, et du coup, si on a en amont de l'irrigation, ou en aval d'ailleurs, on peut avoir des problèmes de disposition de la ressource. On peut avoir, comme on a eu un petit peu au mois de juin là, dans le nord de la France et beaucoup en région parisienne, des cours d'eau qui vont sortir de leur lit et des inondations. Et puis on peut également avoir des glissements de terrain dans le cas de pluies trop abondantes, dans le cas de terrains qui ne vont pas finalement pouvoir accueillir une pluviométrie trop élevée. On peut avoir des conséquences sur l'agriculture, que ce soit les baisses de rendement, les pertes de récoltes, la diminution de la qualité des récoltes. Finalement, s'il y a bien un secteur qui est lié historiquement au climat, c'est l'agriculture. Donc là, le climat va évoluer, comment l'agriculture, elle s'adapte. Alors elle s'adapte, elle n'est pas forcément que en vulnérabilité, et de dire je ne peux rien faire, je suis 100% vulnérable. L'agriculture, elle peut travailler sur ce sujet-là. Par exemple, dans la région bordelaise, il y a un travail qui est fait sur le degré d'alcoolémie du vin et sur comment on peut travailler les cultures, les pratiques et après finalement la vinification pour réduire le degré du vin qui a tendance à augmenter avec le changement climatique. Donc il n'y a pas qu'une notion de vulnérabilité défensive, il y a évidemment une notion d'action derrière, de dire en fonction de ces impacts et de cette vulnérabilité, comment je peux agir. Et puis il y a un troisième milieu qui a été identifié comme un milieu urbain sur lequel on allait avoir des inondations. Quand on est sur le trait côtier, on peut avoir des submersions également. On a tout ce qui est retrait-gonflement des argiles. Alors ça, retrait-gonflement des argiles, ça dépend évidemment de la qualité du territoire et de son sol. Mais en gros, quand on a un territoire qui est argileux, l'hiver, il va se gonfler avec l'eau qui va retenir et contenir. Et puis l'été, quand il va s'assécher, finalement, l'argile va se retirer. Et donc, l'eau va se retirer et donc l'argile va se craqueler. Et donc, ça fait des mouvements dans le sol qui vont fragiliser les constructions qui sont au-dessus. Donc, avec des fissures dans les maisons, des faiblesses dans les bâtiments. Il y a toute la notion d'îlot de chaleur urbain, donc le fait que l'été, il fait plus chaud en ville de plusieurs degrés et que dans certains territoires, ça peut amener un confort urbain qui va être délicat. Et puis, tout un tas d'aspects santé publique et, par exemple, avec de nouvelles maladies émergentes. Donc là, sur ce territoire-là, vous voyez que déjà, en termes de vulnérabilité et d'état des lieux du changement climatique, il y a déjà pas mal de sujets qui ressortent. Et donc après, l'idée, c'est d'aller sur une approche site et de dire concrètement, qu'est-ce qu'on fait quand on veut travailler sur un aménagement de territoire pour tenir compte de tout ça. Donc là, c'est Alexandre qui va vous présenter la démarche qu'on a réalisée pour 2 sites. Donc c'est à chaque fois des sites pilotes qui ont été étudiés dans le cadre de PCET. Bonjour à tous, donc Alexandre Poulain, donc je suis donc paysagiste des PLG, donc vous vous posez peut-être la question qu'est-ce qu'un paysagiste vient faire dans une étude climat. Donc c'est avec le bureau d'études ESIC et Olivier plus particulièrement qu'on a développé ce travail, car on se rendait compte que souvent dans les PCAET, le volet adaptation était une liste d'actions, mais ça manquait un peu de concret. Donc c'est pour ça que ESIC avait fait appel à moi.
pour rendre un peu concret ces choses. Donc, l'étude de sites, de micro-sites, on pourrait dire, par rapport au territoire, était assez important. Donc là, on a pris l'exemple de Étampes, en région, dans le département de l'Essonne, où c'est un territoire urbain, donc avec la communauté de communes de l'Étampois Sud-Essonne. On avait défini 2 sites pilotes. Et donc il y avait ce parking dans le cœur de la ville d'Étampes, pardon, qui est soumis actuellement déjà c'est déjà un îlot de chaleur. C'est-à-dire qu'on a réalisé une campagne de photographie infrarouge sur ce site. Ce parking, il monte à plus de 60 degrés de température au sol l'été. Et également, il est soumis à de nombreuses inondations. Régulièrement, la Juine, qui est le cours d'eau qui passe le long de ce parking, déborde et inonde une partie du parking et du restaurant qui est à côté. Donc, au même titre que l'on fait pour le territoire global, sur le microsite, on a à peu près la même expérience. C'est-à-dire qu'on va étudier le site actuel, ses vulnérabilités, pour ensuite proposer des actions qui répondent à ces problématiques, sachant que ces problématiques peuvent être multipliées, enfin plus importantes avec le changement climatique. Amplifié. Ouais. Amplifié, voilà. Donc ça, c'est une des propositions que l'on avait faites. Pour ce site, on avait fait trois propositions différentes. Celle-ci, c'était la proposition un peu plus poussée, parce qu'il y avait quand même un cahier des charges de la communauté de communes de l'Étampois Sud-Essonne qui voulait, même si c'était juste une expérience, qui voulait quand même garder le même nombre de places de parking, etc. Donc l'idée, c'était de réduire la place au sol du parking, donc avec un parking silo, pour pouvoir augmenter le pourcentage de surface perméable. Cette idée, ça permettait surtout, en cas de nouveau débordement de la Juine, de pouvoir faire de la rétention de l'eau et donc limiter ces impacts de la crue sur ce site. Donc également, l'idée, c'était de maximiser l'ombre sur l'espace public, car ben voilà, ces températures au sol qui montent à 60 degrés l'été, qui impactent sur la santé de la population, il faut les réduire. Donc ça, c'est un exemple sur un territoire urbain. Et nous avons proposé également un exemple sur un territoire rural, parce que l'Essonne est quand même en grande partie un territoire rural, avec le plateau de la Beauce, qui est un plateau d'agriculture intensive. C'est le grenier de la France. Et donc, on se rendait bien compte aussi dans notre analyse de vulnérabilité que ce territoire pouvait être soumis à de nombreux impacts en cas de changement climatique, avec l'augmentation des températures et la baisse de la pluviométrie. L'agriculture intensive, c'est la mono-agriculture avec un seul type de céréales, était soumise à un impact, c'est-à-dire qu'elle était vulnérable. Et en cas de maladie sur l'agriculture, elle pouvait disparaître complètement. Donc l'idée là également, c'était de maximiser les différents types de cultures sur ce territoire, avec bien entendu des apports sur l'arboriculture. Donc on fait rentrer de nouvelles cultures sur le territoire pour favoriser la biodiversité. Et puis il y avait aussi dans l'idée là, en termes de lessivage des sols, par exemple, on voit que le fait de créer de rétablir des fossés, de rétablir des haies, ça allait pouvoir évidemment réduire la vulnérabilité du territoire. Il y avait aussi également l'idée de travailler après sur du maraîchage qui était historiquement présent sur le territoire, de réhabiliter les cultures de cresson. Enfin, il y avait vraiment toute une logique finalement de
de diversifier les cultures locales pour réduire la vulnérabilité. C'est-à-dire que là, sur un territoire comme ça, avec une approche monoculture, le fait de diversifier aussi, on va avoir des atouts positifs en termes d'adaptation, en termes de biodiversité, et puis on réduit également la vulnérabilité du territoire en diversifiant l'activité agricole. C'est ça. Donc, sur l'enjeu particulier des îlots de chaleur urbains, qui est un enjeu particulier qu'on retrouve régulièrement dans nos études de vulnérabilité, on cherche des solutions faciles pour réduire ces îlots de chaleur urbains. Et donc on a l'arbre qui est un atout en milieu urbain, qui a de nombreux atouts, voilà, comme vous pouvez le voir sur la slide. Voilà, la qualité de l'air, il améliore la qualité de l'air, merci. Et voilà, il rafraîchit l'air par évapotranspiration et par l'ombre qu'il apporte. Donc, et plein d'autres enjeux sur l'énergie, notamment avec l'utilisation de la matière en bois énergie. Et il capture le CO2, le stockage de carbone. Donc, tous ces enjeux de l'arbre fait que l'arbre est un superbe outil en ville. On aime bien reprendre cette étude de New York qui dit que pour $1 de coût investi dans l'arbre, on en retire un peu plus de $5 de bénéfices. Donc ça, c'est assez intéressant parce que dans l'adaptation au changement climatique, on cherche à avoir des solutions qui low cost, low cost, et qui permettent de, même si on se trompe en plantant des arbres, c'était pas la bonne solution, quoi qu'il arrive, planter des arbres, ce n'est pas néfaste. Donc voilà, ça reste des solutions où on est sûr que le résultat... des solutions sans regret. En voilà, fait. sans regret. Parce qu'évidemment, l'arbre, il va avoir des bénéfices à la fois ornementaux, mais il va avoir des fonctions en fait écosystémiques qui vont servir la ville, donc que ce soit les économies d'énergie, la réduction des îlots de chaleur, la filtration de la qualité de l'air. Et puis il y a également le concept de ville-éponge, c'est-à-dire que les arbres vont aider, en cas de pluviométrie abondante, à rendre la ville finalement, à créer un tampon pour éviter que et pour favoriser l'infiltration à la parcelle et éviter que les eaux pluviales ruissellent et aillent alimenter les cours d'eau et créer des crues comme on a pu le voir. Donc il y a vraiment tout un tas d'enjeux qui font que c'est un outil low cost et low tech qui existe depuis très très longtemps, mais qu'on souhaite vraiment réhabiliter dans le cadre des stratégies d'adaptation. Parce qu'évidemment, planter des arbres, ça a un coût, mais le coût de l'inadaptation sera très très largement plus élevé. Donc il y a vraiment cette logique dans l'étude de New York de montrer que c'est rentable finalement économiquement de planter des arbres. Voilà, donc là c'est un exemple d'outil qu'on a créé pour la région Hauts-de-France et l'ADEME Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Donc cet outil va nous permettre de comparer une soixantaine d'essences d'arbres locales entre elles suivant les 6 critères que vous avez sur le schéma, donc stockage de carbone, adaptation au changement climatique, impact sur les îlots de chaleur urbains, impact sur la biodiversité, impact sur la qualité de l'air et le potentiel allergisant. Donc cet outil qui est fait pour une sorte d'aide à la décision pour les collectivités permet de comparer ces 60 essences d'arbres suivant ces critères et suivant les envies des collectivités. Donc voilà, cet outil, comme on peut le voir là, nous aide à aller vers des programmes de plantation ambitieux. C'est-à-dire que dans le cadre de cette mission pour la région Hauts-de-France, il était demandé de pouvoir avoir un outil qui nous permettrait de calculer le stockage de carbone suivant plusieurs projets qu'auraient les collectivités, avec un scénario maximaliste, où là, le scénario maximaliste, on l'avait cadré avec, dans le but d'adaptation au changement climatique, on l'avait vu, on imaginait les territoires, disons, en 2050-2100, avec une réduction de la voiture en ville et compagnie. Donc, les arbres pouvaient reprendre de la place sur les routes, par exemple,
Et donc, ce scénario maximaliste nous donnait un stockage de carbone à maturité maximaliste. Ensuite, on avait l'état existant que l'on pouvait calculer, donc tout ça avec les équations allométriques que l'on a trouvées dans la littérature anglo-saxonne. Et voilà, et la collectivité faisait son projet et peut juger déjà de son stockage de carbone. Voilà, c'est-à-dire que l'idée de l'outil, c'était d'amener un calcul quantitatif sur les atouts de l'arbre. Là, on parle du stockage de CO2, mais il y avait également la production de bois énergie, la production de bois pour le paillage, de bois de construction, et puis des aspects qualitatifs via la rédaction d'un guide sur les atouts de l'arbre en ville, dont ont été extraits d'ailleurs les illustrations précédentes. Donc ça, c'est vrai que c'est un moyen de rentrer dans le concret ensuite sur un sous-sujet de l'adaptation qui est le rôle de l'arbre en ville dans un contexte de changement climatique. Donc voilà pour ces éléments. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe à une première phase de questions-réponses. Donc Victor, si tu peux nous indiquer les questions que tu as retenues pour cette séquence de questions-réponses, et puis ensuite on passera la parole à Patrick Fauché. Et donc, bonjour à tous, je suis Victor Marsat, celui qui posera les questions aux intervenants. Il y a 3 questions principales qui ont été posées. Donc, tout d'abord, y a-t-il des estimations de coûts et économies associées à ces propositions? Cette question est intervenue en fait au début, surtout sur présentation des risques des territoires. Alors pour répondre à cette première question, il faut aller vers ça. C'est pas toujours évident de le faire parce que la notion des coûts, elle n'est pas toujours évidente. En fait, le meilleur moyen de le faire, c'est d'associer en fait les services de la collectivité pour voir avec eux à la fois la notion de coût en termes de coût de fonctionnement, la notion de coût en termes d'impact sur les infrastructures, par exemple, et puis enfin, il faut rajouter les coûts en termes de coûts de l'inaction, c'est-à-dire les coûts sanitaires et sociaux de l'inaction. C'est-à-dire qu'il faut à la fois tenir compte, dans un contexte de baisse des dotations de l'État, du fait que la collectivité locale n'a pas un budget illimité sur ces sujets-là. Donc on discute avec eux de ces sujets-là. Ensuite, essayer d'analyser sur les infrastructures quelles sont. Il y a une étude de la Caisse des dépôts, par exemple, qui a étudié le coût du changement climatique sur les infrastructures. Et puis enfin le coût de l'inaction, où on donne par exemple un ordre de grandeur, le coût de la canicule 2003, c'est de l'ordre de 15 milliards d'euros à l'échelle de l'Union européenne. Donc oui, on essaie de le faire quand c'est possible. Par contre, c'est clairement la partie la plus difficile. Parce que voilà, le coût de l'action on le connaît toujours, puis c'est quand l'inaction a eu lieu qu'on se dit en fait finalement si j'avais agi. Les assureurs par exemple raisonnent très bien comme ça, hein. Eux ils voient déjà, j'en ai rencontré il y a 10 jours qui me disaient qu'ils voient déjà eux dans leur calcul de prime d'assurance qu'avant dans leur fonctionnement ils partaient sur une tempête annuelle, aujourd'hui ils sont plutôt sur 2 et demain ils seront plutôt sur 3. Donc vous voyez, nous c'est vrai qu'on n'a pas forcément encore toujours ce réflexe là, mais les gens qui payent les conséquences du changement climatique, ils en sont déjà là. Donc il faut aller vers ça, mais c'est pas forcément évident. En tout cas, c'est l'objectif. Donc une deuxième question par rapport à ces territoires, quelle est la réaction des lobbies agricoles tels que la FNSEA, donc, qui est la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, face à ces suggestions concernant les surfaces céréalières, qui elles s'opposent aux pratiques actuelles et à celles qui sont défendues? Quand on va essayer de faire bouger les lignes, forcément, ce qu'il faut essayer, c'est au maximum en amont d'associer ces acteurs-là au projet pour discuter avec eux. Là, l'exemple qu'on vous a présenté, l'objectif de la collectivité, c'était justement pas de cibler une exploitation en particulier pour éviter d'être dans la logique où on pointerait du doigt, mais bien de se dire, voilà, quel est le cadre général du territoire et comment on peut l'associer, on peut le faire évoluer. Donc là, on n'a pas eu spécialement de réaction particulièrement virulente sur ça. Par contre, si on veut bien faire les choses, il faut associer ces acteurs. Ce que je vous ai dit, par exemple, tout à l'heure sur l'INAO, donc qui gère les appellations, l'Institut national des appellations d'origine contrôlée, qui gère qui a fait une étude notamment sur les impacts du changement climatique sur la filière vin. C'est eux qui nous ont dit on pouvait corriger les qualités du vin par des processus de vinification qui permettaient de réduire le degré d'alcoolémie du vin avant de se poser la question du changement de cépage ou de choses comme ça. Des gens comme l'INRA, par exemple, travaillent sur ces sujets-là. Donc on est bien dans des logiques d'aller vers le consensus, de chercher à associer les acteurs sur une réflexion commune, où chacun va apporter sa pierre à l'édifice. Et finalement, de notre expérience sur l'adaptation, c'est plutôt des thématiques convergentes sur lesquelles on arrive à faire évoluer tout le monde dans le même sens que, par exemple, le bilan carbone, où c'est un peu plus clivant.
où on va se retrouver avec du lobbying pur et dur. Là, on est plutôt sur un sujet quand même qui parle à tout le monde a bien conscience, et puis malheureusement les exemples récents, que ce soit les crues, que ce soit les tempêtes, nous montrent bien que c'est déjà une réalité, les canicules également. Donc voilà, il faut être dans une logique constructive, associer les acteurs de la filière et voir avec eux comment on peut évoluer. Nous, on n'a pas eu l'expérience de points de gros blocage là-dessus, plutôt finalement de pourquoi on veut faire bouger ça, dans quel sens, pour quelles raisons et comment, mais pas forcément de rien faire. Les retours qu'on a eu d'agriculteurs, c'était surtout sur la PAC, c'est-à-dire que voilà, la PAC les amenait à faire de l'intensif et compagnie, et donc ils comprenaient généralement le discours qu'on avait, mais voilà, ils se posaient des questions d'un point de vue purement à vivre, c'est-à-dire comment on va faire, comment on va faire cette transition, mais généralement ils comprenaient assez bien ce discours. Donc il y a d'autres questions par rapport à l'outil de l'arbre en ville. Donc tout d'abord, est-ce que cet outil est disponible, est-ce qu'il est gratuit ou est-ce qu'il faut une licence? Et est-ce qu'il est possible? Vas-y. Et est-ce qu'il est aussi possible de se procurer le classement des arbres évoqués, le recueil sur le rôle de l'arbre en ville? Alors, pour l'instant, c'est un outil qui a été livré à la région Nord-Pas-de-Calais, enfin la région Hauts-de-France, pardon, et l'ADEME. Donc, c'est eux qui vont en assurer la diffusion. Il est accessible aux collectivités locales de la région par des formations qui sont gratuites. Donc, il faut contacter la région Nord-Pas, enfin la région Hauts-de-France. Je vais y arriver. C'est notamment Raphaël Vial, et puis à l'ADEME, c'est François Boileux. Donc, c'est eux qui vont assurer la diffusion de l'outil conçu pour leur région et le guide. Donc actuellement, il est diffusé gratuitement auprès des collectivités locales de la région Nord-Pas-de-Calais. Il faut bien rappeler que cet outil, pour l'instant, il a des essences propres à la région Nord-Pas-de-Calais. C'est vraiment un outil fait pour cette région-là. Après, on est en train de l'adapter nous sur fonds propres, sur d'autres projets et sur d'autres régions. Et là, les modalités de diffusion sont pas encore définies. C'est un travail qui est encore en cours de réflexion. D'accord. Il y avait une autre question aussi. Faut-il traiter l'adaptation en tant que thème spécifique dans le PCAET afin de lui donner du poids ou bien l'intégrer dans chaque secteur défini par l'arrêté, résidentiel, industrie, etc. Ben, c'est une bonne question et je pense que la réponse elle est un peu dans les deux. C'est-à-dire qu'il faut forcément que l'adaptation doit être un pilier du PCAET. Il faut qu'il y ait un volet d'adaptation en tant que tel. C'est-à-dire qu'à un moment donné ou à un autre, il faut que ce soit identifié comme une thématique prioritaire avec son diagnostic, son plan d'action. Il ne faut pas que ce soit simplement une petite couche qu'on va rajouter à toutes les actions du PCAET, mais il faut que ça fasse l'objet d'un volet spécifique. Par contre, là où la réflexion est bonne, c'est qu'effectivement, il faut ensuite se poser la question par secteur, par milieu, voilà, résidentiel, tertiaire, industriel, agricole, etc., de comment cette adaptation elle se traduit. C'est-à-dire que c'est une approche un petit peu matricielle avec à la fois les impacts et en dessous, donc en colonne, on va dire, on va avoir le type d'impact du changement climatique et puis en ligne, on va avoir les différents milieux et voir, ou secteurs, suivant comment on les appelle, et voir lesquels sont impactés par le changement climatique. Et en fait, on a certaines actions pour lesquelles ces deux thématiques vont converger. L'adaptation et l'atténuation vont converger. Quand on réduit la place de la voiture en ville pour lutter contre les îlots de chaleur, on va travailler à la fois l'atténuation et l'adaptation. Quand on plante des arbres, on va stocker du carbone, ça réduit à la fois les émissions de gaz à effet de serre et puis en même temps, ça travaille le volet adaptation. C'est pour ça que le volet adaptation est plus facile à traiter que le volet atténuation parce qu'il est souvent moins antagoniste. Par contre, la difficulté, c'est de rentrer dans le concret et parce qu'après, les grandes masses sont tout de suite, dès qu'on travaille, on travaille sur les documents d'urbanisme, on travaille sur des projets d'implantation, les infrastructures, donc ça complexifie la réflexion.